Nouveau rendez-vous sur votre télévision directe 7 heures, rendez-vous hebdomadaire parce qu'on se retrouve ici chaque semaine. Parole est donnée à un acteur, en tout cas de la société togolaise, pour se prononcer sur un sujet donné ou des sujets donnés ou sur ce qu'il sait très bien faire. En tout cas, lui, celui que nous avons aujourd'hui en studio, c'est un homme de médias. Donc avec lui, nous allons parcourir un temps soit peu les grands points ayant marqué bien sûr l'actualité sur le plan national. Son nom, il s'appelle donc El Hadj Adam Bonfo, ancien journaliste, 20 ans de métier, il faut le dire. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure, surtout par rapport à la Commission nationale des armes légères, une commission dont aujourd'hui il est cherché à la communication. Bonjour. Bonjour, cher ami. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Très très bien. Oui, on Bien que vous n'êtes plus dans la sphère médiatique aujourd'hui, quand même vous suivez quand même tout ce qui se passe au Togo. Mais bien sûr, je suis parce qu'on peut passer des parties de la communication. Je crois que tout le monde est communicateur en puissance. Sauf que avant d'être un vrai communicateur, il faut avoir des prérequis et puis apprendre le métier aussi. Bon, mais tout le monde communique, hein? Tout le monde communique. Très bien. Donc tout à l'heure, nous allons revenir avec vous pour nous parler, nous donner un peu un bref aperçu aussi sur ce que nous appelons la Commission nationale des armes légères du Togo. Pour ceux qui peut-être ne maîtrisent pas cette commission, mais il faut dire tout à l'heure qu'il y a 2 à 3, voire 4 sujets même à développer dans cette émission. C'est donc parti pour au moins une vingtaine de minutes. Bon, entre confrères, il faut le dire, Nassien. Alors d'abord, on va parler de la Commission nationale des armes légères. De quoi il s'agit concrètement? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une commission qui a été mise en place pour lutter contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères de petit calibre. Vous n'êtes pas sans savoir que la sous-région ouest-africaine était pratiquement inondée de ces armes, de ces engins de la mort qui ont entretenu plusieurs guerres et qui ont entretenu beaucoup de grands banditismes. Aujourd'hui, ces armes continuent donc avec le nouveau fléau qui est le terrorisme. Et chaque jour que Dieu fait, vous suivez l'actualité, il y a toujours des morts innocents et c'est grâce à ces armes légères de petit calibre. À un moment donné de la vie de la communauté ouest-africaine, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement ont dû vraiment réfléchir à mettre des structures en place dans tous les pays pour permettre que ces structures puissent élaborer des stratégies pour l'aider à venir à bout de la prolifération, de la circulation, du trafic illicite des armes légères de petit calibre. D'où la naissance des commissions nationales dans tous les États membres de la CEDEAO. Le Togo a eu sa commission en 2001, mais la commission a été effective à partir de 2003 avec la nomination des membres. Disons que 20 ans déjà pour la Commission nationale du Togo, que du chemin déjà parcouru, que beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste encore à faire. Vous attendez c'est quoi concrètement que ces armes-là, d'abord quand vous parlez de armes légères, petit calibre, peut-être que nous qui ne connaissons pas vraiment en matière d'armes, vous touchez du doigt quelle arme concrètement? Bon. Bien, vous savez, il y a plusieurs catégories d'armes. Il y a des armes portatives, il y a des armes qu'on utilise en équipe. Les armes légères de petit calibre sont des armes utilisées par une seule personne, un seul individu qui utilise son arme, ses munitions et bon, qui l'utilise comme il veut. Ici, c'est que les armes que les gens utilisent sont donc des armes illégales. Donc, ils les achètent de façon frauduleuse et puis ils commettent des forfaits avec ces armes. Alors, au Togo, est-ce que c'est légal de porter peut-être une arme? Est-ce que la loi autorise quand même un individu de porter une arme chez soi? Non, une loi n'autorise pas un individu de porter une arme comme il le veut, mais lorsqu'il en fait la demande, cette demande est étudiée, une enquête de moralité est menée autour de la personne. Et puis, bon, et vous savez, une enquête de moralité, ça peut être positif ou négatif. Si vous êtes un bon citoyen, pourquoi pas? Mais vous ne devez pas détenir n'importe quelle arme. Peut-être un fusil de chasse. Un fusil de chasse parce qu'il y en a qui vivent de la chasse. Il y en a aussi qui font de la chasse, disons, une activité
génératrice de revenus. Au même moment, il y a des familles de chasseurs, des familles de forgerons. Donc, il y en a qui détiennent les armes de façon traditionnelle. Si vous prenez par exemple les Vélandes, vous verrez qu'on dit quand un garçon naît dans une famille, on dit qu'un fusil est né. Là, on achète un fusil, on le garde, et quand l'enfant grandit, il sait que bon voilà, le fusil qu'il a symbolisé depuis sa naissance, etc., etc. Donc pour comprendre, ou pour résumer, vous veillez à ce que ces armes-là, dites de petit calibre, ne circulent pas illégalement en fait au Togo. Tout à fait, tout à fait. Et nous luttons aussi contre l'effet néfaste de ces armes légères de petit calibre. Vous avez vu dans notre pays, à un moment donné, il y avait des braquages, il y avait des phénomènes de coupeurs de route, et il y avait des vols à main armée. Il a fallu que vraiment les forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne, prennent sur eux l'initiative de lutter contre ça, et la commission vient en appui en développant des stratégies à la base pour parler aux populations, pour les former, pour les éduquer à travers les dignitaires du pays, c'est-à-dire les préfets, les maires, les chefs traditionnels, les groupements de femmes, de jeunes, et puis bon, il y a aussi des comités préfectoraux qui luttent. Alors on va terminer avec peut-être cette question, quelle collaboration vous avez avec peut-être les forces de sécurité, de défense et autres, puisque vous êtes une commission nationale qui sont chargés quand même d'aller sur le terrain. Je vais parler de ces agents-là. Alors quelle collaboration entre vous concrètement? La commission aussi composée des membres, des représentants des forces de l'ordre et de sécurité. Donc ils sont là. Vous discutez ensemble, vous mettez ensemble les stratégies. Oui, et puis on va sur le terrain. Voilà, on va quitter donc, j'espère que vous avez compris la quintessence de cette commission nationale qui lutte contre la prolifération de ces armes dites illégales, il faut le dire, surtout illégales. Dans notre pays, on va parler surtout de la situation de l'heure, en tout cas qui a débuté dans notre pays depuis mars 2020. C'est faut le dire, parlant de la situation, la crise sanitaire au Covid-19. Bon, pour le moment, nous sommes sous des mesures qu'on peut appeler nouvelles et anciennes nouvelles mesures, parce qu'il y en a d'autres qui sont revenus accentués peut-être par d'autres nouvelles mesures. Mais bien avant de vous poser la question, on va suivre un peu peut-être ce qui s'est dit au niveau du gouvernement en termes de mesures. On va suivre ensemble en éléments et on revient pour en discuter. Merci. Elle était prévisible et très attendue, la réaction du gouvernement togolais face à la hausse sans cesse du nombre de cas positifs de Covid-19 dans le Grand Lomé. Ce dernier abrite 70% du nombre total de cas et pratiquement la même proportion des nouveaux cas enregistrés depuis début janvier 2021 selon les autorités togolaises. À cela vient s'ajouter le variant britannique qui serait déjà en circulation sur le territoire togolais. Ce 24 mars, après une série de consultations avec les premiers responsables préfectoraux et communaux, y compris les tenanciers des bars et restaurants 2 jours plus tôt, le gouvernement togolais a adopté en Conseil des ministres un certain nombre de mesures visant à renforcer la lutte et endiguer la flambée dite et préoccupante de cas positifs de Covid-19. Le groupe mixte de surveillance Covid-19 sera désormais redynamisé par un renforcement d'au moins 1000 personnels issus de la composante force de défense et de sécurité. Tous les rassemblements de masse, notamment les sports de masse, les cérémonies funéraires, les mariages, les événements culturels, concerts, réceptions et même les campagnes publicitaires sont interdits. Quant aux enterrements, le nombre de personnes est limité à 15. Plus loin, certains lieux sont strictement interdits de rassemblement de manière spécifique et non exhaustive. Il s'agit de la place Bonké, le local du réseau Tiens à Casablanca, les agences de l'ONATO et le carrefour limousine d'Avidi. La plage, elle, reste interdite d'accès. Les contrôles seront renforcés au marché, dans les transports, au point de passage des frontières, dans les bars et restaurants, aux lieux de culte avec une interdiction de prestation des chorales et groupes musicaux. Les institutions, administrations publiques et les entreprises publiques et privées ne sont pas du reste en termes de contrôle renforcé, de surveillance et de veille. La campagne de vaccination étant en cours, le gouvernement togolais entend l'accélérer avec la mise en place d'une stratégie mobile, notamment en la délocalisant en tout lieu où besoin se fera sentir dans le Grand Lomé. En cas de non-respect de ces mesures, les contrevenants seront tout simplement soumis
à la rigueur des lois, prévient le gouvernement. La piste d'un retour du couvre-feu n'est pas écartée au cas échéant. À la date de l'annonce par le gouvernement de ces mesures, le Togo compte au total 9 300 cas confirmés au Covid-19, parmi lesquels 1835 cas actifs, 7 400 personnes guéries et malheureusement 105 décès. Voilà donc les anciennes et nouvelles mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus, parce qu'il faut le rappeler, depuis le début janvier 2021, on note une recrudescence, en tout cas, de cas positifs au Covid-19 dans le Grand Lomé, M. Joe. Vos réactions par rapport à ces mesures? Non, je crois que c'est déplorable. On dit une grande ville, elle se présente par, disons, la présence des gens responsables, parce que le gouvernement travaille dans la grande ville, donc comme Lomé. Il y a les ministères, il y a toutes les structures étatiques. Normalement, on ne devait pas vivre cette situation, sachant que nous avons tous les canaux de communication. Et le gouvernement a mis en place des stratégies qui ont été vraiment des stratégies qui devaient nous permettre, disons, de ne pas atteindre ce niveau. Mais, excusez-moi, le terme, c'est que le citoyen lambda, à un moment donné, est lassé par disons, ces mesures barrières. Et au lieu quand même de prendre la mesure concernant donc, la gravité de la maladie, bon, les gens attendent de voir ce qui va se passer. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe est vraiment déplorable. Nous avons plus de 100 morts, c'est trop pour un pays comme le nôtre. Nous avons des milliers de cas positifs, c'est trop pour notre pays. Alors, ce que moi je ne comprends pas, c'est vrai, avant même, c'est-à-dire 2021, on parlait de cas positifs à la hausse, mais à partir de 2021, la courbe, elle est alarmante. En tout cas, à un moment donné, on a relevé jusqu'à plus de 200 cas positifs en une journée au Togo, un record. Comment comprendre ce relâchement-là de la part de la population? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, on est fatigué, bon, c'est pas. Comment comprendre? Ou disons quelque part, comme vous l'avez dit, le gouvernement a mis en place, certes, des canaux de communication. Est-ce qu'on est quand même pas, on se dit quand même pas que, bon, finalement, on écoute la même chose chaque jour, bon, il faut passer à autre chose. Oui, il faut vraiment passer à autre chose. Voilà pourquoi on a corsé maintenant les mesures. Donc, ça limite nos libertés. Nos libertés sont, vous voyez, quand je venais à ce studio, à tout moment, il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui sont postées pour constater que vous portez votre masque, vous constatez que vous respectez les mesures. Bon, et puis dans les marchés, il y a des situations de contrôle sur les lieux publics. D'ailleurs, vous avez suivi dans le reportage tout à l'heure, beaucoup de choses se font. Est-ce que vous voyez, il y a 3-4 ans, mais Lomé bougeait 24 heures sur 24. On pouvait donc boire et on pouvait danser toute la nuit sans être inquiété. La ville de Lomé, disons, le Grand Lomé, était, disons, un lieu d'hospitalité, un lieu de liberté. Sauf que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Parce que je ne comprends pas tout, comme je viens de le dire, parce qu'avant les fêtes de fin d'année, il y avait un certain nombre de mesures quand même pour permettre à la population de ne quand même pas aller au-delà pour protéger la population. Mais on constate que juste, lorsqu'on entame l'année 2021, ça a commencé par grimper cette courbe-là et on n'a pas trop compris pourquoi. C'est la grosse interrogation. Non, la grosse interrogation, vous et moi le savons, tout le monde le sait. C'est donc le relâchement du respect des mesures barrières. C'est le relâchement. Et les gens pensent que en instituant les mesures barrières, on leur prive de leur liberté. Non. Vous voyez, à une situation donnée, des mesures données pour vraiment venir à bout. C'est une pandémie, c'est une maladie. Nous devons comprendre que face à une maladie, nous devons être responsables. Vous voyez, simple mot de tête, quand vous l'avez,
quand vous les avez, qu'est-ce que vous faites? Mais vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'hôpital, il faut prendre, disons, un remède pour se calmer. Ouais. Mais maintenant, les mesures sont là pour nous aider à limiter la contamination. Mais si nous refusons de respecter ces mesures-là, c'est que vraiment c'est dommage, c'est déplorable. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent que l'État met, mais malheureusement, les gens ne mesurent pas les conséquences. Très bien. Donc, autrement, vous ne voyez pas peut-être plus ou moins une inefficacité, plus ou moins de la part de la communication, hein, côté communication, de la part du gouvernement, plus ou moins. Peut-être que quelque part, la communication ne passe pas trop, on est fatigué, comme je viens de le dire, d'écouter la même chose. Faut-il pas changer de stratégie de communication? C'est même la quintessence de ma question. Voilà. Oui, changer de stratégie. Les stratégies ont été changées. Au départ, on disait laver les mains et puis, bon, ne portez pas les mains vers le visage, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la maladie a migré, a changé. Vous avez parlé du variant anglais. Oui, et sud-africain aussi. Sud-africains qui sont dans nos murs. Donc, c'est sûr que ces variants doivent compliquer la situation à notre pays. Et c'est des variants qui sont hautement contaminables. Donc, c'est à cause de ça, justement, qu'il y a eu vraiment une hausse de contamination dans notre pays. Les pays européens qui ont connu ces variants ont subi les mêmes conséquences. Mais heureusement, je dis bien heureusement, bon, les gens font la maladie, mais c'est peu de morts par rapport à ce que nous avons subi de l'autre côté de l'océan, où les gens meurent par milliers et par jour. En tout cas, il faut remercier Dieu pour ça. Pour le moment, on entame toujours l'autre côté de Covid-19, c'est la vaccination en cours. On l'a suivi également dans l'élément. Est-ce qu'aujourd'hui, la vaccination au vaccin AstraZeneca se présente comme une solution? Oui, je crois que le vaccin devait faire en sorte que le virus soit atténué dans le corps humain. Sauf qu'il y a tellement de polémiques autour de ce vaccin AstraZeneca par rapport aux informations qui circulent et sur les réseaux sociaux et parfois dans les journaux, hein, des médias étrangers. Vous avez vu que certains pays comme le nôtre donc, a décidé d'aller jusqu'au bout dans la vaccination. Aucun pays, dans aucun pays, c'est-à-dire l'autorité ne peut jamais sacrifier sa population. Donc, nous avons un conseil scientifique, nous avons un gouvernement qui mène une veille permanente pour voir ce qu'il faut faire pour pouvoir venir à bout de cette pandémie. On doit faire confiance à nos autorités, on doit faire confiance à notre conseil scientifique. Non, aucun conseil scientifique, aucun gouvernement ne peut amener sa population à l'abattoir. Vous voyez? Donc, il faut accepter ce qu'on dit, pratiquer les mesures barrières, accepter d'aller à la vaccination et de voir. Moi, je suis vacciné. Je suis vacciné parce que je suis au-delà des 50 ans. Mais au départ, que non, quand vous allez être vacciné, mais dans mon quartier, partout où je suis, dans mon service, je dis aux gens, non, vous qui avez mon âge, allez vous faire vacciner. Donc tout le monde devait le faire, comme vous le faites d'ailleurs, puisque en évoquant la situation, donc c'est une manière de permettre aux gens de comprendre que c'est plutôt positif de vacciner plutôt que d'attendre le remède magique. Il n'est pas là. Vous voyez? Donc le vaccin, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, sauf que ça ne devait pas être obligatoire. Oui, mais est-ce que c'est ici, vous voyez, quand vous dites que ça ne doit pas être obligatoire, oui, mais quand vous dites que vous êtes libre d'accepter le vaccin ou pas, et vous êtes d'une famille, vous êtes un père de famille, votre enfant dit je ne fais pas parce que je suis libre de faire ou de ne pas faire, vous serez libre de voir votre enfant mourir parce que oui, il a choisi sa liberté. À taper du poing sur la table. C'est ça. C'est ce que fait le gouvernement selon vous? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, parce qu'il y a aussi un débat qui tourne autour des agents d'hôtel, en fait, qui sont entre-temps, parce qu'on a lu dans les presses, qui sont peut-être, je vais utiliser le mot menacés, de congés techniques lorsqu'ils ne se font pas vacciner. Oui, je crois que c'est des mesures pour pouvoir les amener à accepter le vaccin. Vous savez, ils sont dans des structures d'accueil. Hein? Ils reçoivent des visiteurs étrangers comme locaux. Et ces visiteurs
ils doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils viennent passer leur journée ou leur semaine ou leur mois dans un hôtel donné. Il faut que les membres de l'hôtel soient vaccinés, soient donc des gens sains pour pouvoir accueillir les gens sains. Et les gens repartiront sains. Voilà la mesure. Il faut rappeler que cette vaccination, entre-temps, commencée par le personnel soignant et aussi les personnes de plus de 50 ans, la vaccination a été élargie à partir du 7 avril dernier, bien sûr, à un certain nombre de catégories. 5 catégories surtout, je vais les signer et citer. Il y a les enseignants, les agents de l'ICAT, il y a aussi les conducteurs de taxi-moto, les détenus et les conducteurs à 4 roues, voilà, ceux qui se feront maintenant vacciner. Peut-être dans les jours à venir, on va peut-être élargir à toute la population. Oui, bien sûr, c'est l'idéal, parce que si on dit on va se limiter aux personnes âgées, alors que la maladie ne fait pas de choix, ce n'est pas que pour les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est parce que les personnes âgées ont une immunité fragile. Hein? Donc, mais les jeunes, quand par exemple le variant va vraiment s'endurcir, ça dit les jeunes aussi en pâtiront. Donc il vaut mieux dévancer la catastrophe pour pouvoir vacciner les jeunes. Donc ceux qui sont dans des métiers qui sont des métiers de regroupement de population, de transport des populations, il faut aussi les vacciner. Il faut aussi les vacciner. On va quitter ce sujet de Covid-19 parce que nous sommes déjà dans cette situation qui nous a causé tellement de dégâts, il faut le dire, surtout sur le plan économique. Et quand je prends ce plan économique, il y a aussi le social à côté, parce que la fois dernière, bon, disons, à l'actuellement où nous parlons, passer le péage à moto, vous devez payer 50 francs, ce qui n'était pas le cas. Là, pour les 4 roues, il y a aussi une autre augmentation, hausse des frais ou disons des tarifs de péage. On va suivre cet élément bien sûr en image et on revient pour la partie débat. C'est un jour tout à fait ordinaire au poste de péage de Davier ce jeudi, du moins pour ceux qui y travaillent. En fait, c'est ce qui paraît à l'évidence. Pourtant, tel n'est pas forcément le cas pour les usagers des engins à moteur. Oh, 500 et tout. Nous venons de payer 500 francs, soit une augmentation de 200 francs, ce qui va agir énormément sur nous. En réalité, payer les 500 francs ne signifie pas grand-chose, mais par manque de revenus conséquents, cela nous pénalise. Nous interpellons donc la clémence du gouvernement. Pour nos chauffeurs de 9 à 15 places, nous payons 600 francs au lieu de 400 francs auparavant et cela nous indigne beaucoup. Nous demandons que cela soit revu. Nous sommes le 18 mars 2021, date annoncée par le gouvernement togolais pour le début de la mise en vigueur des nouveaux tarifs aux différents postes de péage sur l'ensemble du territoire national. Une augmentation d'environ 30 à 150%, expliquée selon le gouvernement togolais, par le coût très élevé lié à l'entretien des routes, soit 30 milliards de francs CFA en moyenne pour les dépenses annuelles, alors que l'État n'arrive à rassembler que 17 milliards. Elle se voudrait donc nécessaire cette augmentation pour combler le déficit, même si la raison peut paraître compréhensible pour certains conducteurs. Certes, la somme de 1500 francs est beaucoup, mais si c'est pour l'entretien des routes, elle est insignifiante parce que les dépenses liées aux réparations de nos véhicules au mauvais état de nos routes sont plus coûteuses. Elle peine tout de même à convaincre non seulement d'autres chauffeurs apparemment en manquant d'informations au niveau de leur syndicat, mais également la Ligue des consommateurs du Togo. Nous sommes complètement dans le flou avec nos responsables syndicaux qui ne nous donnent aucune information nécessaire. Nous sommes livrés à nous-mêmes. En toute réalité, il faut dire que les dernières augmentations complices avec certaines organisations syndicales est un péché originel. Dire qu'on a besoin de fonds supplémentaires pour l'entretien des routes, donc par conséquent, il faut augmenter les frais de péage. Je me suis posé la question, est-ce que ceux qui sont des complices savent ce qu'ils sont en train de faire comme acte? Et pour nous, particulièrement au niveau de notre organisation, la Ligue des consommateurs du Togo, nous n'accepterons pas. Nous avons eu dit que certains ministres ont invité les organisations de la société civile et qui ont donné leur aval. Je vous dis publiquement aussi que la Ligue des consommateurs du Togo n'est nullement pas invitée à ça. Ils sont environ 11 temps universels et pourtant, pas d'affluence comme d'habitude au niveau de ces postes de péage. Pour comprendre, l'on doit se rendre à quelques kilomètres à Adétikopé où l'ambiance est plutôt électrique. Pas de passage pour tout véhicule venant de Thiévier. Tout est mis aux arrêts. Conséquence,
Ces derniers sont obligés de se frayer quelques déviations sous le pont. Les véhicules venant de Lomé sont quant à eux obligés de faire la queue entre les gros camions pour rouler à pas de caméléon. Il a fallu l'intervention des agents de la police arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard pour régulariser la circulation, bien sûr après avoir pris langue avec les manifestants. Les mêmes manifestations ont également été signalées à Adita dans la région des Plateaux. Il faut noter que cette révision des tarifs aux postes de péage a été décidée en Conseil des ministres depuis décembre 2020, soit 15 ans après le dernier réajustement. Cette fois, elle prend en compte les motos qui doivent payer 50 francs et les tricycles 100 francs CFA. Le poste de péage de ces deux engins étant toujours en travaux, la mise en vigueur de leurs tarifs est repoussée sur les heures à venir. Voilà un peu la situation le 18 mars dernier, voilà le jour de la mise en vigueur encore des nouveaux tarifs au péage. Alors l'argument, ou disons les arguments avancés par le gouvernement, ce que nous avons suivi, l'entretien de ces routes-là, ça coûte énormément, environ 30 milliards par an, sauf que le gouvernement arrive à mobiliser 17 milliards. Vous avez suivi également le responsable de la LT, c'est-à-dire la Ligue des consommateurs du Togo, qui trouve, lui, de son côté, que l'argument ne tient pas en fait. Vos réactions? Mais moi, je crois que la route du développement passe forcément par le développement de la route. Et pour ça, nous devons plutôt saluer la décision du gouvernement d'envisager l'entretien routier. Vous voyez, et beaucoup d'accidents sont intervenus parce qu'il y a des nids de poules sur la route. Beaucoup de morts sont intervenus parce que les routes sont mal entretenues. Alors, si l'État ne peut pas avoir l'argent nécessaire pour donc venir pour pouvoir entretenir les routes, notre contribution citoyenne, c'est de voir comment nous sacrifier un tant soit peu. Parce que les routes, c'est nous qui les utilisons. Sauf que l'augmentation, c'est plus de 150%. Oui, je suis d'accord que Parce que les gros camions qui ont bloqué quand même cette route-là, des copées, oui. Entre-temps, c'était 2000, c'est passé à 5000 directement. Oui, c'est passé à 5000. Oui. Et on a juste peut-être mesuré disons, les recettes que font ces gros camions par rapport aux petites voitures. Autrement dit, mais peut-être que rien n'a été fait, je dis peut-être que rien n'a été fait au niveau des syndicats, parce qu'on a écouté certains conducteurs qui disent, bon, ces syndicats, nos responsables syndicaux, finalement, ne comprennent plus rien parce qu'on ne donne aucune information. N'est-ce pas peut-être là où le bas blesse? Parce qu'il faut d'abord expliquer à la population, c'est que ce chauffeur-là, la quintessence bien fondée quand même de l'augmentation. Chers confrères, vous n'êtes pas sans savoir que l'État ne peut pas prendre une mesure un seul jour comme ça. Il y a toujours des négociations avec les patronats, avec les syndicats, avec les groupements de jeunes, de femmes, et ainsi de suite. On ne peut pas prendre une décision en tant que telle. Mais c'est la manière dont leurs chefs syndicats communiquent à leur niveau qui est défectueuse. Donc, je crois que c'est l'occasion d'aller vers leurs responsables. C'est aussi l'occasion pour l'État de mettre les moyens pour que, disons, les acteurs, les différents acteurs puissent comprendre le bien fondé. Je crois que lorsqu'on prend une disposition, disons, qui n'est pas favorable à une personne, il faut la faire comprendre pourquoi. L'intérêt que la personne a d'accepter une nouvelle situation donnée. Donc, l'État lui-même peut prendre des dispositions pour faire en sorte qu'au niveau de la base, une bonne explication soit faite et que tout le monde adhère à la chose. Mais je dis bien mais, il faut vraiment que maintenant que la loi est en vigueur, que nous puissions aussi retrouver les routes bien entretenues. Voilà, donc je crois qu'il ne suffit pas de se plaindre aujourd'hui, mais prenons le gouvernement disons, devant ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas risque quand même d'augmentation des frais de transport alors? Non, bien sûr que peut-être nous pourrions parvenir à une augmentation du transport. C'est la population qui paie en doublement. Oui, bien sûr, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes face à un défi. Est-ce que vous voyez? Le défi, c'est quoi? Nous devons avoir des routes praticables.
des routes qui ne doivent pas nous tuer. Donc, des routes qui pourront nous faire vivre. Quand une route est fluide, vous verrez que vous arrivez vite et bien à votre lieu de travail. Vous arrivez vite et bien à votre domicile. Donc, c'est déjà un capital là-bas. Donc, il faut que nous comprenions que l'État parfois n'est pas méchant volontairement. Très bien, méchant, hein, mais pas volontairement. C'est ce que j'ai retenu. On va terminer avec ce sujet, mais surtout par rapport aux engins en 2 roues. Je vais parler des motos. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui vivent de part et d'autre des péages. J'ai mon enfant qui va peut-être à l'école de l'autre côté du péage. S'il faut prendre mon enfant, aller à l'école, je paie 50 francs, je le ramène le soir, je paie 50 chaque jour. Bon, ce trajet-là, vous voyez ce que ça va donner par mois. Non, bon, c'est vrai, c'est de l'argent. Vous savez, il n'y a pas de solution sans négociation. Vous voyez, si les organisations syndicales étaient bien organisées, elles aussi, elles peuvent faire des démarches pour négocier peut-être la réduction. Dans la balai, dans le camp des responsables. Des responsables, bon, il y a toujours l'occasion de négocier. L'État est toujours attentif à ce qui peut l'aider à se développer et à protéger ses populations. Nous sommes arrivés à la fin de ce... Il reste un sujet en fait. Oui. Je ne sais pas s'il faut quand même l'évoquer encore, puisque le championnat il a démarré. Oui. On va, au niveau de la régie, demander quelques minutes, il faut le dire. On ne va pas parler des éperviers, puisque c'est loin, mais on va parler plutôt de la reprise du championnat national de football de première division qui a démarré le 3 avril. Dernier retour un peu sur donc, ce début du championnat avec le lancement et les premiers matchs. L'attente aura duré plus d'une saison sportive entière. Un arrêt justifié par la crise sanitaire au Covid-19. Cette fois-ci, c'est fait. C'est donc parti pour la reprise effective du championnat national de football de première division, saison 2020-2021. Coup d'envoi donné par la ministre des Sports, Lydie Bessi Kama. Pour son entrée en lice en match inaugural ce 3 avril au stade municipal de Sokolé, le champion en titre Asco de Kara a clairement fait parler ses ambitions pour la saison, conserver son titre, ce qui s'est traduit sur le terrain avec une victoire des jaunes et noirs 2-0 face au club de Bafilo, Sarah Sport. Un premier but de Ouattara à la 76e minute sur une passe de son capitaine Takei Marouf. Ce dernier revient dans les toutes dernières minutes de la partie sur pénalty pour le 2-0. Les autres rencontres se sont déroulées dimanche avec 7 matchs au total. Outre Asco dans la zone nord, on note également la victoire de l'autre club de Kara ASK 1-0 face à Koroki. Semassi s'est fait battre à domicile par Ifodie 1-2. Même sort pour l'Espina, battu 0-1 par Unisport. Pour cette première journée, Asco est leader avec 3 points à égalité avec Ifodie, ASK et Unisport. Sarah Sport est dernier. Dans la zone sud, le promu Attente de Dolomé n'a pas fait les choses à moitié. Victoire 4-0 en déplacement face à Ange FC de Notien. Autre résultat, victoire de l'Est Goport 1-0 devant Bolusou. SOTR Bandito 2-0. Même score en faveur de Gomido face à Maranatha. Au classement, Attente 2 est premier devant Gomido, OTR et Togoport. Ange FC est dernier. Au total, 16 buts ont été inscrits pour le compte de cette première journée, soit 2 buts par match. Voilà donc pour le début du championnat national de football de première division, il faut le dire, arrêté, il y a plus d'une saison sportive entière, plus d'un an, il faut le dire comme ça. Ouais. Bon, ça a été prévu reprendre le 20 mars dernier, le conseil scientifique en a décidé autrement, bon, avec les coulisses. On a choisi la date du 3 avril pour le redémarrage du championnat, ou bien la reprise du championnat. Voilà, qui s'est fait avec les premiers matchs que vous avez suivis. Je ne sais pas si vous aimez tellement le football. Oh ben, j'ai été journaliste sportif, chef du service sportif de Radio Kara. Bon, c'était mon job. Ouais. J'étais sur le terrain, donc je ne peux pas me passer. On va dire enfin, donc pour le plus sportif. Enfin. Ouais, ben, enfin, oui. Ouf. Oui. Parce que, bon, on a suivi la première journée, il n'y a pas de problème. Bon, les matchs sont joués normalement, on a respecté les mesures barrières. Bon, et je crois que
des dispositions sont en train d'être prises par la Fédération togolaise de football. Un pari gagné pour la FTF? Un pari gagné pour la population sportive togolaise. Parce que la FTF, si ça ne tenait qu'à elle, et je crois qu'on n'aurait pas commencé le championnat. Mais l'État aussi a constaté que bon, tout le monde était dedans. Tout le monde veut au moins voir son équipe évoluer. On veut voir le football évoluer. On veut aussi gagner tant sur le plan national qu'à l'intérieur du continent. Sauf que l'exigence au niveau des journalistes sportifs, c'est le test PCR Covid pour l'accès au stade. Sauf que là, s'il faut faire les tests, parce que les matchs se jouent également en semaine, le mercredi, puis la deuxième journée s'est disputée le mercredi dernier, donc hier et dimanche et mercredi. S'il faut répéter les tests chaque semaine, c'est beaucoup d'argent, alors que le public sportif à la maison doit être normalement informé via les journalistes sportifs. Il faut quand même alléger les tâches aux journalistes. Oui, mais bien sûr, je crois que le test, bon, il y a la fédération qui a négocié pour que ce soit un peu négocié. Oui, pour le lancement, c'était gratuit, mais pour la suite, je ne sais pas si ce sera encore gratuit. Non, bon, justement, pour le moment, ce n'est pas encore passé. Oui. Les journalistes sont sur le terrain. D'ailleurs, même j'ai lu tout à l'heure que Koroki et Asbina ont fait match nul, un but partout. Oui. Bon, c'est grâce à ces collègues qui ont fait leur test PCR pour pouvoir avoir leur place au stade. Très bien. On va terminer votre mot de fin. Ben, je tiens d'abord à vous remercier. Vous faites du bon boulot ici. Et je crois que si ce canal vient s'ajouter aux différents canaux que nous avons pour communiquer, c'est une bonne chose. Encore, il faudra que vous puissiez avoir les moyens suffisants et nécessaires pour que de temps en temps vous adonnez à l'actualité pour que nous puissions être bien informés. Vous savez, maintenant, l'information doit venir vers nous et c'est ce que vous faites avec juste le portable, le smartphone. On vous suit, on vous écoute et on sait ce qui se passe et c'est une bonne chose. Et bonne chance à votre studio. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il s'appelle El Adjadam Bonfo. Bon, ancien journaliste, il faut le dire, avec 20 ans de métier, il faut le rappeler. Il est aujourd'hui chargé de la communication au niveau de la Commission nationale des armes légères. Avec lui, nous avons décrypté un peu l'actualité, surtout sur le plan national. Merci de nous avoir suivis. Bon, il faut laisser un petit commentaire si vous avez bien sûr aimé l'émission. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Au niveau de la réalisation et caméra, ils sont deux. Luc Koumani, aussi Pierre Nika. Portez-vous bien, disons. À très bientôt. Merci.